Bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être là, sur le web aussi. Bonjour à tous. Mon nom est Evelyne Abitbol, je suis directrice générale de la Fondation Raif Badawi pour la liberté. Je veux saluer, c'est drôle, au Lion d'Or, on ne voit pas les gens en avant d'habitude, mais là je les vois un petit peu. Je veux saluer les personnes et les personnalités attachantes qui ont spontanément accepté de partager ce moment avec vous ce soir, et particulièrement l'équipe d'Unité 9. Je salue les politiciens, députés, Bernard Landry et Jean-François Lisée, les champions et porteurs de la laïcité qui sont venus souligner leur appui à la famille Badawi. J'ai dit qui, Landry? Qu'est-ce que j'ai dit? Landry, c'est le grand lapsus. Pardon Bernard Drainville, je répète, Bernard Drainville, le champion de la laïcité. Je salue Constance Fréchette du conseil d'administration et du conseil aviseur Daniel Barry, journaliste et essayiste, Alain Saunier, journaliste et réalisateur. Je salue l'équipe d'étudiants de l'Institut Grasset sous la coordination de Claudine Courcy qui assure la diffusion en direct sur le web. Encore une fois, bonjour web, c'est un mot en arabe, web, finalement, et l'enregistrement complet de la soirée. Je salue Sylvie Legault, comédienne émérite, entre autres, de la Ligue d'improvisation, qui a collaboré avec moi à la mise en lecture de la soirée. Merci Sylvie. Vous l'aurez compris, c'est une soirée consacrée aux mots, et uniquement aux mots. Vous dire quelques mots sur la Fondation et sa mission qui est, disons-le en citant Ensaf, le prolongement et l'incarnation des valeurs de Raif, lequel serait très heureux de constater à quel point son combat est partagé par tant de personnes dans le monde. Vous trouverez des détails sur la mission et les objectifs de la Fondation, mais sachez que cette année, nous travaillerons sur une publication, sur la remise du prix Raif Badawi et sur un autre événement vers la fin de l'année 2016. Un anniversaire derrière les barreaux, c'est pas un cadeau. C'est notre thème ce soir. Malgré les interventions de leaders et parlementaires de nombreux pays, les reconnaissances, les prix internationaux, le prix Sakharov 2015, l'équivalent du prix Nobel, le gouvernement saoudien maintient Raif emprisonné, comme par ailleurs plusieurs autres prisonniers d'opinion dans le pays, mais aussi à Bahreïn. Il s'appelle Ashraf Fayyad, Walid Abu al-Khair, Mohamed Sheikh Ould Mktir, Panouez Jawad, le père de Hussein Jawad, qui est lui-même accusé, qui est en exil en ce moment à Paris avec la famille, Halil al-Washi et Raif Badawi, et de nombreux autres dont nous ne connaissons pas encore les noms. Ils sont emprisonnés parce qu'ils défendent les droits de l'homme et la liberté d'expression dans un monde arabe. Ce sont des prisonniers de conscience. C'est ce soir l'anniversaire, en fait c'était le 13 janvier, et Raif a eu 32 ans. C'était il y a 2 jours. C'est pour souligner son anniversaire que la fondation qui porte son nom tient cette soirée, une soirée pour lui exprimer notre solidarité. Quoi de mieux pour la lui exprimer que de reprendre précisément les écrits qui ont conduit à son arrestation. Des écrits, vous les entendrez, empreints de très grande douceur avant d'exprimer la liberté d'expression et la laïcité qui lui tiennent tant à cœur. Raif n'est pas un criminel, c'est un prisonnier de conscience dans un pays, entre guillemets, allié, entre autres, des Américains, des Français, des Canadiens, bref, des pays qui ont pour socle la démocratie et sont des États de droit reconnus. L'Arabie saoudite est une théocratie qui applique la charia à la lettre. Je ne m'étendrai pas sur les contradictions, et le mot est faible, rapportées chaque jour en rapport aux exactions commises dans ce pays allié. Quelques chiffres et un fait, par contre. L'Arabie saoudite a décapité plus de 150 personnes en 2015. C'est plus que le groupe armé État islamique. 47 décapitations depuis le début, janvier, et nous ne sommes que le 15. Et comble de contradictions, l'Arabie saoudite est à la tête du panel du Conseil des droits de l'homme aux Nations unies. Mais ce soir, ce n'est pas le procès
que nous ferons. Ce soir, nous allons vous présenter des extraits de textes écrits par Raïf sur son blog, des extraits choisis parce qu'ils nous interpellent. Raïf les a écrits dans un seul et unique but, celui d'inciter son pays à entreprendre des réformes pour offrir à sa jeunesse, à ses femmes, plus de liberté de mouvement et que ce pays auquel il est attaché tende à devenir un exemple d'ouverture du monde arabe. Il n'a pas encore réussi son pari. Il est toujours derrière les barreaux depuis plus de 3 ans. Il n'a pas vu Ensaf, sa femme, et ses 3 enfants Najwa, Doudi, Myriam, depuis plus de 4 ans. Ce soir, vous entendrez des artistes, des poètes, comédiens et comédiennes, syndicalistes, des personnalités du Québec venues vous lire soit des extraits du livre de Raïf, soit exprimer à leur manière et par leur création leur soutien à la famille Badawi. J'invite celles qui représentent l'organisme qui nous a sensibilisés et qui continue de défendre ardemment la cause de Raïf, Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Amnesty International du Canada francophone, qui vous donnera aussi des nouvelles de Raïf. Et bonne soirée. Béatrice. Merci beaucoup Evelyne, merci beaucoup à la Fondation d'avoir invité Amnesty et merci à vous tous qui avez agi. Quelle année 2015. On avait Raïf Badawi dans le radar depuis 2014 déjà. On avait aussi pris contact et fait grandement connaissance et maintenant on peut dire que ce sont des amis avec Ensaf, avec la famille. On joue au soccer ensemble. C'est ça la vie. Je vais vous donner un petit peu peut-être les ingrédients de cette mobilisation qui a pris évidemment une ampleur incroyable, surtout avec, on n'est pas évidemment en moindre défaut avec cette manifestation de, vous vous souvenez, pour Charlie, avec un représentant de l'ambassade saoudienne, alors que 2 jours plus tôt, on avait fouetté Raïf avec 50 coups de fouet. Je pense que c'est ça qui a aidé beaucoup, évidemment, à la mise en lumière du cas Raïf Badawi. Alors, qu'est-ce que ça prend, cette mobilisation-là? Déjà, ça prend de l'information. Je suis fière de mentionner le travail de notre équipe de recherche sur l'Arabie saoudite qui, depuis des décennies, documente ce qui se passe en Arabie saoudite, documente aussi expressément ce qui se passe pour Raïf et l'ensemble des prisonniers d'opinion parce qu'ils sont nombreux en Arabie saoudite. Ça prend bien sûr des visages, ça prend une histoire et évidemment, quand on voit le courage exemplaire d'Ensaf, sa droiture, sa dignité, je l'ai accompagnée dans de nombreuses rencontres, elle est impeccable et elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle demande. Pour toutes les questions politiques, je vous en prie, Amnesty International va y répondre. Mais elle, son mandat, c'est la libération de Raïf et c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Donc ça prend des visages et des histoires, ça prend bien sûr beaucoup de bruit. Du bruit dans les rues, des manifestations devant l'ambassade d'Arabie saoudite qui parfois nous ouvre les portes ou parfois nous les ouvre pas, du bruit dans les médias sociaux, il y a plus d'1 million de personnes qui ont agi pour Raïf Badawi et ça prend du bruit aussi dans les médias tout court grâce à une communauté d'artistes et je salue encore leur présence et leur participation aujourd'hui. Émile Procoultier qui nous avait fait un superbe vidéo, à YouTube, à Vincent Gratton et je vais certainement oublier la merveilleuse lettre de Michel-Marc Bouchard aussi qui avait invité 200 artistes du Québec aussi à parler et à demander des comptes sur Raïf Badawi. Donc ce bruit-là, il nous permet parfois d'avoir l'écoute des politiciens. Et les politiciens, quand ça commence à faire du bruit, nous écoutent et nous ont rencontrés. Je salue bien sûr les engagements de nombreux politiciens en Europe. On a fait une tournée organisée par Amnesty avec Ensaf pour pouvoir lui faire rencontrer différents niveaux politiques. J'ai fait une tournée avec elle aux États-Unis aussi. On a rencontré de nombreuses personnes. Bien sûr, au Canada, on n'avait pas tout à fait la même écoute. Ça a été un peu plus difficile, mais au Québec, ça a très bien répondu, que ce soit du côté du gouvernement. Et je salue aussi, évidemment, les normes de travail du Parti québécois dans aussi faire du bruit autour de Raïf Badawi et montrer leur soutien constant. Québec solidaire aussi. L'ensemble des partis ont vraiment tout de suite au Québec était là, était présent d'une seule voix, et ça, c'est important. Maintenant, quel résultat? Évidemment, ça ne nous a pas fait libérer Raïf aujourd'hui.
Mais par contre, on a beaucoup parlé d'Arabie Saoudite, et tant mieux, parce qu'il était temps qu'on sache ce qui se passe. Le ton feutré, le ton diplomatique, ça ne fonctionne plus. Et c'est ce que j'arrête pas de dire, bien sûr, à l'ensemble des pays occidentaux à qui je dis, je peux comprendre les relations diplomatiques, je peux comprendre les relations géopolitiques, mais à ce stade-ci, vous devez vous poser sérieusement de questions. Aujourd'hui, on vient encore une fois de demander au ministre Dion de nous donner les informations sur cette entente de vente d'armes. Tout ministre qui rencontre un ministre saoudien ne peut plus faire une conférence de presse comme du Monde. Il va se faire poser des questions sur Raif Badawi. Grâce à cette mobilisation, on a pu aussi, je pense, ensemble, contribuer aussi à la fin des coups de fouet. Mais maintenant, il faut travailler 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus en 2016 ensemble pour encore mettre la pression. Par expérience, l'Arabie Saoudite, c'est pas simple. Alors je compte sur vous, je compte sur la Fondation évidemment qui met toutes ses énergies à démarrer son travail. Mais il faut vraiment, vraiment avoir beaucoup de monde pour pouvoir encore une fois faire pression auprès des politiciens, ceux qui décident, celles qui décident, pour dire faites quelque chose, ça presse, maintenant, pour libérer Raif Badawi. Merci. Place aux mots, comme disait Evelyne, et j'ai l'insigne honneur d'inviter Madame Sylvie Legault sur scène, avec qui je vais avoir le grand honneur de lire ce premier texte. Merci. Libérer la parole. Les pages qui suivent sont signées de Raif Badawi. La vie de ce jeune militant a basculé en mai 2014. Quand il s'est vu condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet et 270 000 $ pour avoir créé « Libérer les libéraux saoudiens », blog destiné à susciter un débat public en Arabie Saoudite, pays où cela est strictement impensable. On lui a aussi reproché d'avoir insulté l'islam. Pour Amnesty International, Raif est un prisonnier d'opinion. Il a en effet été condamné uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. Depuis, l'organisation est mobilisée pour exiger sa libération immédiate et inconditionnelle, comme elle le fait pour tous les prisonniers d'opinion partout dans le monde, et ce, quels que soient les propos formulés, sous réserve qu'ils ne soient pas des appels à la haine ou à la violence. Au moment où ce livre paraît, plus d'1 an après sa condamnation, Raif est toujours détenu. Depuis la prison, il a pu parler à Ensaf, sa femme. Sa femme, aujourd'hui réfugiée au Canada, avec leurs 3 enfants. Leur témoignage ouvre ce livre, rassemblant également certains de ses billets qui nous permettent de lire ce qui a conduit à sa condamnation. Une peine de prison, accompagnée de châtiments corporels. C'est ainsi qu'en début d'année, le 9 janvier, il a reçu ses premiers 50 coups administrés en public devant la mosquée Al-Jafali à Jeddah. Un vendredi, jour de prière. Les autres séances de flagellation prévues, elles aussi le vendredi, ont depuis été suspendues, mais pas annulées. La flagellation est un acte d'une cruauté extrême, strictement interdite par le droit international. Amnesty International la dénonce et la condamne sans aucune réserve. Le fait que les autorités saoudiennes y recourent atteste leur profond mépris des principes fondamentaux des droits humains. Le cas de Raif a suscité une vague d'indignation dans le monde, braquant enfin les projecteurs sur les pratiques des autorités saoudiennes. La publication de ces écrits permet d'apporter un éclairage supplémentaire. Raif est en effet loin d'être une exception. Les prisons saoudiennes sont remplies de détenus enfermés pour avoir osé exprimer librement leurs opinions et publiquement. Avocats, professeurs, militants ou journalistes sont ainsi très régulièrement poursuivis pour des activités jugées subversives par les autorités. Des motifs aussi divers et imprécis que rupture de l'allégeance et désobéissance au souverain, manipulation de l'opinion publique contre les autorités, sont invoqués pour les réduire au silence. Des chefs d'accusation formulés dans des termes suffisamment vagues
pour se prêter à toutes les interprétations et permettre toutes les restrictions. Les récentes lois antiterroristes criminalisent en outre toutes les formes de dissidence pacifique, une catégorie dans laquelle se trouve catalogué quiconque ose formuler une pensée critique. La poursuite pénale n'est cependant pas la seule manière de faire taire les opposants qui sont sans cesse harcelés, intimidés, voire jetés en prison, sans chef d'accusation ni procès. Le cas et les écrits de Raif jettent un regard cru sur un pays trop timidement critiqué, en raison notamment de son poids économique et de son rôle stratégique. Si, ces dernières années, la situation des droits humains a connu quelques avancées, elle reste extrêmement grave. Liberté d'expression quasi inexistante, recours fréquent à la peine capitale, des centaines de personnes ont été décapitées et des centaines d'autres condamnées à mort ces dernières années. Pratique de la torture en détention, discrimination de toutes sortes envers les femmes, contrôle et encadrement des pratiques religieuses, ni les citoyens saoudiens, ni les étrangers ne sont autorisés à pratiquer leur religion librement, car seule la version sunnite de l'islam est tolérée. La liste est longue et dessine un bilan catastrophique en matière des droits humains. Un bilan qui ne s'améliorera pas tant que ceux et celles qui peuvent faire évoluer la situation seront privés de parole et que les partenaires de l'Arabie saoudite se tairont. Pour éviter que ce silence complice ne prive durablement les ressortissants de ce pays de leurs droits, il est indispensable de parler, de dénoncer, de divulguer. C'est ce que fait Amnesty International quand elle recueille des témoignages pour faire connaître la réalité et exiger que des pressions soient exercées sur les autorités. C'est aussi ce qu'elle fait en soutenant la publication d'écrits censurés et en redonnant et en prolongeant la parole de ceux qui en sont privés. Yann Perrault, auteur, compositeur, incarnera Raif ce soir. Bonsoir. Depuis la prison en 2015, j'étais tout occupé à tenter de réinventer le libéralisme en Arabie saoudite pour participer à la diffusion des lumières dans ma communauté, abattre les murs de l'ignorance, effriter l'inviolabilité du clergé et essayer de promouvoir un embryon d'opposition et le respect de la liberté d'expression, des droits de la femme et de ceux des minorités et des indigents en Arabie saoudite. Tout cela, c'était avant que je me retrouve en prison en 2012, parmi des individus incarcérés pour infractions pénales allant de l'assassin au voleur jusqu'aux trafiquants de drogue et aux pédophiles. Des hommes dont la fréquentation changea bien des idées fausses, mais humaines que je me faisais du monde, parfaitement isolé de la criminalité. Imaginez que vous passez votre existence et vivez votre quotidien dans ses détails les plus intimes, dans une pièce de pas plus de 20 mètres carrés en compagnie d'une trentaine de prisonniers accusés de tout un éventail de crimes et de délits. Auparavant, comme tout le monde, je m'assurais avant de me coucher que les portes et fenêtres de ma maison étaient verrouillées par peur des voleurs. Or, voilà qu'aujourd'hui je vis parmi eux. Je dors, je mange, je me lave, je change de vêtements, j'exulte et je pleure. J'enrage, je ris, je crie, tout ça parmi eux, devant eux. J'ai réfléchi et après bien des tentatives et d'énormes efforts pour m'adapter à eux, je les ai vus sous un angle différent. J'ai ouvert le rideau de l'autre côté pour pouvoir sonder les profondeurs de leur monde
Et après une période assez longue, j'ai eu la preuve irréfutable que les criminels rient aussi. Oui, ils aiment, ils souffrent, avec une sensibilité extraordinaire qui parfois me renverse lorsque je la compare à celle de mes proches d'antan. Une anecdote. J'entre dans les toilettes, j'y trouve quelques feuilles de papier souillées, des excréments partout. La situation est effroyable. Des murs sales, des portes défoncées, rouillées. Me voilà qui tente de m'adapter pour faire face à ce chaos. Et tandis que j'examine avec attention les centaines de graffitis inscrits sur les murs poisseux des toilettes communes de la cellule, mon regard tombe sur la phrase « La laïcité est la solution ». Stupéfait, je me frotte les yeux pour m'assurer que je vois bien ce que je vois. La scène évoque plutôt une boîte de nuit dans un quartier pauvre où toutes les femmes sont misérables et laides et où, au milieu de la nuit, l'apparition d'une jolie fille séduisante redonne soudain au lieu la gaieté et la vie. Je ne sais pas comment ni pourquoi cette image m'est venue à l'esprit. Il semblerait qu'ici, dans cette nouvelle vie, l'état particulier des toilettes joue un grand rôle dans la formulation des pensées. Car dès que je m'assieds sur la cuvette, les idées se bousculent dans ma tête. Je souris et je me mets à réfléchir à qui a bien pu écrire ces mots dans une prison où s'entassent des milliers de prisonniers de droit commun. J'ai été aussi émerveillé qu'heureux de découvrir cette belle maxime insolite, car de la lire là au milieu des centaines de mots orduriers issus de tous les dialectes arabes qui souillaient ces murs crasseux prouvait qu'il y avait ici au moins une personne qui me comprenait et qui comprenait ce pourquoi j'avais été incarcéré. Mais les jours suivants me révélèrent peu à peu une toute autre réalité. Ils firent même pour moi de cet univers criminel un paradis, dans un cadre et selon des règles que je définissais moi-même et qui ne concernaient que moi, reposant sur des convictions radicalement différentes de celles qui étaient les miennes avant la prison. Oui, les toilettes numéro 5 eurent sur moi une grande influence. Lorsqu'Ansaf, ma chère épouse, m'a dit que des éditeurs internationaux voulaient réunir mes articles et les traduire pour les publier dans plusieurs langues, j'ai d'abord beaucoup hésité. Je le dis aujourd'hui en toute sincérité, quand j'ai commencé à écrire, je n'imaginais absolument pas que viendrait le jour où mes articles seraient publiés. Chères lectrices, chers lecteurs, si vous êtes à lire ces lignes, c'est que vous voulez savoir ce qui m'anime. Il y a des gens qui pensent que j'ai quelque chose à dire. En revanche, il en est d'autres qui ne voient en moi qu'un être ordinaire dont les articles ne méritent pas d'être traduits ni publiés. Moi, je ne vois ici que cet homme à l'allure fragile qui a miraculeusement survécu à 50 coups de fouet, châtiment reçu à cause des articles que vous êtes en train de lire. En effet, le tribunal m'a d'abord condamné à mort pour apostasie de l'islam. Puis la sentence a été allégée et commuée en 10 ans de prison, assortie de 1000 coups de fouet et d'une lourde amende d'1 million de rials, environ 270 000 $. J'ai passé plus ou moins 3 ans à écrire ces articles. J'ai été fouetté et ma femme et mes enfants ont émigré à l'étranger suite à l'intensification des pressions qu'ils subissaient. Si ma famille et moi avons enduré de telles épreuves, c'est simplement parce que j'ai osé exprimer ma pensée. Oui, c'est à cause de chacun des mots de ce recueil que tout cela est arrivé. Liberté, liberté, qu'as-tu
tu fais liberté. Pour ceux-là qui t'ont cru sur parole, ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, fameux rêve des hommes, ils ne vivaient que par toi, ils ne parlaient que de toi, et c'est pour toi qu'ils prieront dans leur ciel. Rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont plus froid, n'ont plus peur. C'est toujours toi, liberté, leur soleil. Quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer. Et l'un à l'autre, ils se sont embrassés. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et la loi. Mais surtout, vive, vive la liberté. Liberté, liberté, liberté. Nous vous présentons un extrait de l'entrevue que Jemila Benhabib a accordée à TV5 cette semaine. Elle se trouve à Paris pour le lancement de son livre « Après Charlie ». Bonsoir Jemila Benhabib. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Après Charlie, c'est donc le titre de votre nouveau livre. C'est publié aux éditions H&O. Dans ce livre, vous dites notamment que la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée, bien entendu, par les frères Kouachi, comme on le sait, il y a maintenant un peu plus d'un an. Vous dites aussi qu'il y a eu un assassinat politique avant même que les terroristes ne passent à l'acte. Qu'entendez-vous par assassinat politique ? Assassinat politique, c'est-à-dire toute cette obédience en fait de l'islamo-gauchisme qui a cloué au pilori Charlie Hebdo à partir de 2011 en disant que Charlie Hebdo était devenu un journal raciste, un journal qui critique exclusivement donc les musulmans pour ce qu'ils sont. Or, ce n'était pas du tout l'esprit de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo donc critiquait tous les pouvoirs et la critique de la religion s'inscrivait donc dans cette posture, c'est-à-dire celle de critiquer les pouvoirs, y compris donc les pouvoirs religieux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc il critiquait autant la religion donc musulmane que la religion catholique, que la religion juive, bien entendu. Et c'est malheureusement le fait de s'être retrouvé isolé sur la place publique, c'est-à-dire qu'ils continuaient de faire ce que pratiquement plus personne ne faisait, c'est-à-dire leur métier en fonction des normes de la République et non pas en fonction des lignes rouges tracées par les intégristes. Alors vous dites aussi dans ce livre, si je résume, qu'il ne faut pas tout le temps essayer de trouver des excuses à ceux qui passent à l'acte. Vous écrivez notamment, page 45, on évoque très souvent le passé colonial de la France, aussi bien que ses problèmes d'intégration, pour expliquer ses déboires actuels. Vous dites on cherche dans les bas-fonds de son histoire des pistes qui peuvent éclairer les questions brûlantes du présent, en oubliant qu'il est souvent nécessaire de rattacher l'histoire particulière d'un pays à une histoire plus globale pour donner un sens à la première. Et vous dites, nous savons que la France a mal à son passé, qu'elle est constamment ballottée entre l'oubli honteux et la repentance forcenée. Où est le problème alors ? Écoutez, nous faisons face à une internationale islamiste, c'est-à-dire que la contagion islamiste, et là je dis bien la contagion islamiste, il ne s'agit pas des musulmans, mais il s'agit d'une posture bien précise, c'est-à-dire celle de l'islam politique, celle qui commence avec les frères musulmans, celle qui est portée par l'Arabie saoudite, mais pas seulement, par des pays comme le Qatar, les Émirats et ainsi de suite, celle qui est portée aussi par l'Iran, qui, rappelons-le, est aussi une théocratie. Donc c'est ça, l'islam politique. Donc ce sont ces États, ce sont donc ces organisations islamistes à travers le monde qui ont semé cette contagion. Et pendant longtemps, les démocraties occidentales ont pensé qu'elles seraient donc très très loin de cette contagion. Or, on voit à travers le terrorisme, et pas seulement, que cette contagion rattrape aussi les démocraties occidentales. Et donc, il va falloir porter un regard vraiment nouveau, rafraîchissant, et regarder le monde
tel qu'il est et penser en fait à le renouveler. On ne peut plus fonctionner de la même façon que l'on fonctionne depuis l'après-guerre, c'est-à-dire depuis 1945. Il va falloir défaire ces alliances et notamment cette alliance avec l'Arabie saoudite, l'alliance des États-Unis avec l'Arabie saoudite qui continue de flageller donc Raïf Badawi, qui a emprisonné la sœur de Raïf Badawi. Moi, j'habite au Québec et nous avons le grand bonheur de recevoir comme réfugiée politique Insaf Haider, donc la femme de Raïf Badawi. Ouais, on en a parlé dans les journaux à TV5 Monde. Ses 3 enfants. Et franchement, j'ai honte que le Canada puisse entretenir des relations économiques avec ce pays esclavagiste. Maintenant, au tour du syndicaliste qui n'a pas eu la langue de bois durant la commission Charbonneau, Ken Pereira. Bonsoir. La liberté d'expression est la plus grande raison pour laquelle l'homme doit se battre. La liberté d'expression est la raison pour laquelle beaucoup ont souffert et beaucoup sont morts. Sans la liberté d'expression, on n'aurait jamais écouté les discours de Martin Luther King, I Have a Dream, qui nous a montré les rêves d'un peuple. En même temps, on n'aurait jamais écouté les propos perturbants du groupe KKK, qui nous a démontré leur haine pour l'humanité. La liberté d'expression nous a donné le discours de John F. Kennedy au début de sa présidence, qui nous a toutes donné l'espoir d'un meilleur lendemain. Et elle nous a aussi exposé la haine et la rage d'un Adolf Hitler. La liberté d'expression est pour que l'humanité se fasse sa propre opinion sur les dires et non que des gouvernements ou dictateurs le fassent pour nous. Comme le dit si bien Raïf dans son blog, les règles juridiques du droit positif sont une nécessité incontournable pour l'homme et la société. La réglementation de la circulation, le code de travail, les lois qui régissent l'administration d'un pays dans tous les domaines ne peuvent en aucun cas s'inspirer de la religion. Si la liberté d'expression est si importante pour nous ici au Canada, s'il vous plaît, aidez-nous à libérer M. Raïf Badawi. J'invite Marianne Alpin et Neda Topalowski. Marianne, comédienne, Neda, activiste Femen Canada, à venir nous raconter le printemps arabe. Le printemps arabe entre le choix de la laïcité et le mythe du modèle, paru sur le site web Al Jazeera. Lorsqu'on lit l'ouvrage du grand penseur marocain Saïd Nachid, intitulé « Le choix de la laïcité et le mythe du modèle », et publié par l'Association des rationalistes arabes, avec la participation de la maison d'édition Al-Taliya Assise à Beyrouth, on s'aperçoit qu'il est un de ces rares essais qui vous oblige à plusieurs relectures soigneuses, sans ennuyer ni lasser jamais le lecteur ou le chercheur. Et je n'exagère pas si je vais plus loin et ajoute qu'il a influencé ma conception du modèle de laïcité occidentale à l'état pur et m'a mené au bord d'un vertigineux abîme de tourments à force de le relire et d'y découvrir tant d'idées pertinentes. Dans sa préface à l'ouvrage, l'auteur pose la question suivante. Qui lui donne le droit de prendre la plume ou d'ouvrir la bouche pour dénoncer l'hypocrisie laïque de nations plus développées que lui et que son propre peuple? Et encore, qui est-il pour oser critiquer des nations devant qui il devrait s'incliner, puisqu'elles représentent un modèle d'avenir qui lui échappe encore, bien que nous soyons à l'aube du 3e millénaire? Ces questions hypothétiques sont d'ordinaire émises par des adeptes de l'autoflagellation. Or,
Ici, c'est en exergue à son livre et avec une intelligence aiguë que Nachid les pose. Sa réponse, ou plus exactement ses réponses, saute aux yeux dans l'ouvrage tout entier. Nachid mise ici sur la motivation et l'intelligence des élites et de la jeunesse arabe pour inventer et formuler un nouveau modèle de laïcité purement arabe qui ne ressemble à aucun modèle occidental et qui soit né de 2 parents légitimes et du corps de sa communauté. Nachid évoque les bâtisseurs de civilisation et les hommes qui ont fait l'histoire et rappelle qu'ils ont agi sans avoir à leur disposition de modèles emballés et prêts à l'usage, notant que les révolutionnaires français n'ont cherché aucun modèle dont s'inspirer pendant la Révolution et que, s'ils en avaient eu un, ils n'auraient pas pu inventer l'illustre modèle républicain français. Nachid évoque aussi les rédacteurs de la Constitution américaine et les Russes bolcheviques, de même qu'il examine le printemps arabe et les révolutions politico-sociales qui ont fait chuter les plus grands et les plus célèbres régimes policiers de notre monde arabe. En réalité, si un penseur, quelle que soit sa position ou son importance, ose dire que le modèle laïque européen, à l'état pur, n'est pas une solution, il se promet les foudres de l'enfer et offre sa poitrine nue au feu des traditionalistes et autres partisans du paternalisme. Mais si que Nachid se fut trouvé face à ces gens-là, il a réussi, et avec brio, à tracer sur la carte une nouvelle feuille de route qui nous délivre de l'étroit goulot du modèle laïque dont nous étions jusqu'alors prisonniers. S'ils essayent de copier, dit Nachid, ils feront comme bien d'autres des expériences risibles ou insignifiantes, des expériences dont on ne parle qu'en tant qu'anecdote. Toute innovation semble, dans un premier temps, s'écarter du possible ou friser l'impossible. Mais les nouveaux mondes ne naissent en général que sur le bûcher des habitudes. L'obsession du modèle est une extension de l'image du père chez le jeune enfant, et chez les peuples arriérés et les élites immatures, l'expression de la quête d'un modèle plus grand et plus parfait. Alors maintenant, un petit ajout d'Evelyne. Il y avait bien eu une éclaircie en 2011 en Tunisie à la suite de la révolution de Jasmin, dont le carte du dialogue national s'est vu décerner cette année le prix Nobel 2015. Et cette autre éclaircie par la jeunesse du printemps arabe qui avait répliqué en luttant pour la démocratie et les droits fondamentaux lorsque la révolte s'est étendue en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, vite étouffée, réprimée, récupérée pour mieux ostraciser. Les pays s'étant refermés plus solidement. Merci. Sylvain Massé, comédien, et Catherine Butikofer, comédienne, qui ont tous deux incarné Victor Hugo et Juliette Drouet l'année dernière sur la scène du théâtre Denis Pelletier. Ils vont lire du Messiard et du Bouc. On va prendre un tout petit peu de lumière, s'il vous plaît. Un peu de lumière quand même. On n'est pas si brillant que ça. Écoutez, pendant que la lumière arrive, écoutez, je veux juste profiter de l'instant pour vous saluer pour votre courage, votre famille. Et c'est un privilège pour nous d'être ici. Et si on peut vous offrir ce petit réconfort, ce petit espoir, bien, on est très contents d'être là. Bon courage pour la suite. Je pense que Juliette et Victor Hugo seraient là pour la cause. Ouais. D'autant plus que, pour ceux qui ne savent pas, Victor Hugo a eu sa tête mise à prix à un moment donné. Et, oui, même et Juliette l'a sauvé. Alors, en tout cas, moi aussi, je suis bien heureuse d'être ici. Merci à Evelyne. Et vous dire que ceux qui sont sur le web et ceux qui ne sont pas avec nous et ceux qui sont avec nous, on se demande toujours, parce que ce soir, on est là, on est solidaires, on est en équipe, on se dit, on est toute notre énergie dirigée vers vous. Mais en même temps, on se dit, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Après-demain, qu'est-ce qu'on va faire? Ce livre-là, parce qu'on a tous été outrés de la situation, des coups de fouet, mais quand on lit, quand on a lu ce qu'il a écrit, c'est encore pire, parce qu'on se dit, cet homme qui a dit tant de choses vraies, simples, en toute humilité, en toute beauté. Il y a une beauté dans ce livre-là, et c'est encore pire. Alors, si vous avez des gens autour de vous que vous aimez, achetez ce livre et donnez-leur.
et qu'eux fassent la même chose. Il faut que le plus de monde ait le plaisir et le privilège de lire ça. Merci, Sylvain. Chacun sait que le mariage a plusieurs noms et plusieurs formes, et qu'il existe, outre le mariage légal, d'autres unions qui, bien qu'admises par la religion, sont contraires à la morale et au bon sens. Parmi elles figure le misiar, qui n'est en réalité qu'un acte strictement sexuel et qui représente pour la femme une exploitation. Le misiar est l'union consentie d'un homme et d'une femme devant témoins et en présence d'un tuteur, par laquelle la femme renonce à tous ses droits matériels sur la maison, à toute pension alimentaire pour elle et ses éventuels enfants, et à certains de ses droits légitimes, comme de vivre sous le même toit que l'autre épouse, et par laquelle elle accepte de se contenter de visites occasionnelles de l'homme en question. C'est-à-dire qu'il peut passer, voir, quand bon lui semble, la prétendue épouse à laquelle un simple papier le lie, pour s'offrir une nuit de braise, digne des 1001 nuits, au nom de la religion et sous le couvert d'un contrat officiel, incontesté. L'époux rend visite à sa femme quand il n'a rien d'autre à faire et ne passe avec elle que quelques heures pour assouvir un caprice passager et épancher un trop-plein de désirs refoulés. Puis, il repart d'où il était venu et cesse, sur le pas de la porte, de jouer son rôle d'époux présumé. Et puisque j'en suis aux noces bestiales, considérons une autre forme de mariage dans laquelle un homme, le bouc d'emprunt, passe la nuit avec une épouse louée pour un seul jour, puis la quitte en lui rendant sa liberté pour qu'elle puisse retrouver son premier mari. Petite note de Raïf. Selon la loi musulmane, l'homme, pour divorcer, doit réitérer par 3 fois la formule de répudiation qui met fin à la vie commune. La 3e répudiation, rendant la rupture définitive, l'homme ne peut se remarier avec la même femme que si celle-ci a entre-temps épousé un autre homme, consommé le mariage, puis divorcé. Il y a, parmi les bizarreries du comportement de l'être humain, sa propension à se forger lui-même les fers qui le blessent et à inventer des légendes qu'il finit par croire. À inventer des légendes qu'il tient à la fin pour sacrées, des mensonges auxquels il finit par croire, ou encore des unions qu'il finit par légitimer. Finalement, misiar ou autre noce de convenance, les causes sont multiples, mais la mort et l'obscénité sont une. Ici, Raïf fait allusion à un vers devenu maxime du poète Ibn Nabata al-Saadi, qui vivait à Bagdad de 941 à 1014. Ce fameux vers disait « Qui ne meurt pas par le sabre meurt autrement. Les causes sont multiples et la mort est une. » Merci. Merci. Bon courage. Alors, joyeux et doux anniversaire, Raïf. Je te souhaite paix, lumière, mais surtout liberté. Salut tout le monde, je m'appelle Émile Trocloutier. Alors, on a pris une petite pause du tournage de 30 vies parce que je voulais vous parler de Raïf Badawi. Peut-être que la plupart d'entre vous, en fait, connaissez son histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit rappel. Raïf Badawi est né, a grandi, a passé toute sa vie en Arabie Saoudite. Et il est en prison depuis fin 2012. Son crime, c'est d'avoir ouvert un blog qui incitait ses concitoyens à débattre en ligne de questions sociales et politiques. C'est ça son crime, ouvrir un blog. Alors pour ça, il a été condamné à 10 ans de prison, 300 000 $ d'amende et 1000 coups de fouet, à raison de 50 coups de fouet par semaine, chaque vendredi. Bref, la barbarie pure. Alors Amnesty International lance une campagne pour venir en aide à ce gars-là, d'autant plus que sa femme et ses 3 enfants sont réfugiés ici, au Canada, au Québec, à Sherbrooke. Alors le but de la campagne s'appelle « Jeunes pour Raïf ». L'idée, c'est de réunir le plus possible de jeunes
du secondaire et du cégep pour qu'ils écrivent des lettres au ministre des Affaires étrangères, M. John Baird. Le but, c'est d'inonder son courrier et lui demander de faire pression auprès des autorités saoudiennes pour libérer Raif Badawi, évidemment lui épargner ses 1000 coups de fouet, et qu'il soit envoyé ici au Canada pour qu'il retrouve sa femme et ses 3 enfants. Alors, je vous demande de propager ce message-là partout, s'il vous plaît. Si vous êtes des profs, parlez-en à vos élèves. Si vous êtes des parents, parlez-en à vos jeunes. Si vous êtes vous-même au secondaire ou au cégep, bien, passez l'information. Le but, c'est qu'ils reçoivent des camions de lettres. Des courriels, oui, mais aussi des lettres physiques. C'est pas long, là. Ça prend 10 minutes pour peut-être épargner 10 ans de prison à un gars, 50 mots pour lui éviter une 50aine de coups de fouet par semaine. Alors, toutes les informations pour cette campagne-là se trouvent à l'adresse suivante, amnesty.ca/jeunes pour Raif. Claude Fournier, qui de mieux que Claude Fournier, cinéaste et auteur, pour venir nous lire « La patrie est le bien le plus sacré de tous les sanctuaires ». Bonsoir. D'abord, je voudrais dire à Mme Badawi, dans un sens, cet homme-là est emprisonné, mais quelle chance il a d'avoir ses enfants et cette femme qui l'aime tant. Et ça, c'est sûrement un don très précieux. J'ai une remarque que je voudrais faire, parce que quand j'ai lu le livre de Badawi, j'ai été étonné par le romantisme patriotique que ces blogs contiennent, un patriotisme presque naïf. Lui, il est fouetté pour ce patriotisme-là, et je dois dire que nous, les Québécois, parfois, on devrait être fouettés pour en avoir si peu pour notre pays. Plus la vision s'élargit, plus la phrase semble étriquée. Ce sont là les mots d'Al-Nifari XIV, un des plus grands imams soufis de Bagdad il y a des siècles, à une époque arabe florissante. Les retrouver dans ma mémoire encore vivace suffit à faire surgir en moi, et avec force, les images de la célébration de notre fête nationale dans notre pays, l'Arabie saoudite. Il semble en effet que plus le concept de nation s'élargit pour inclure tout un chacun, plus le sectarisme, le tribalisme, le régionalisme et la pensée unique étriquent l'esprit de certains de nos concitoyens. Un des plus nobles principes fondateurs des nations, c'est de ne pas les mesurer à l'aune d'un seul individu, d'une seule pensée, d'une seule région, ou d'une communauté à l'exclusion des autres, car la nation appartient à tous sans exception, et la nation s'élargit pour tous ses enfants, quelle que soit leur vision ou leur tendance intellectuelle. Si l'on s'en tient à ce concept de nation, chacun peut alors célébrer son appartenance à cette terre, cette zone géographique, ce sol, et nous pouvons aussi, en tant que Saoudiens, célébrer notre fête nationale, car il ne s'agit pas ici de fêter seulement la nation, mais de nous fêter pour ce que nous sommes. Lorsque nous fêtons la nation, nous fêtons les droits de nos concitoyens, enfants de ce pays. Célébrer la fête nationale, c'est franchir l'étroite frontière de la pensée unique. Car il faut voir dans les principes de nation et de citoyenneté le triomphe de la multiplicité des idées, des raisonnements et des orientations, et, ce faisant, le triomphe du concept de société civile. Personne ne peut nous reprocher nos festivités à cette occasion chère à nos cœurs. Nous ne permettrons pas, tout simplement, le retour d'une pensée aussi sclérosée, et nous nous y opposerons de toutes nos forces. Célébrer la fête nationale, c'est à la fois éradiquer de tels fossiles et réaffirmer en cette occasion la nécessité et l'importance de la diversité du tissu social de notre nation, une nation qui s'est ouverte à tous
y compris à ceux qui rejettent leur appartenance à ce sol et à cette zone géographique et lui préfèrent une idéologie marginale qui nuit avant tout à la réputation de notre pays à tous les niveaux, locaux, arabes, régionaux et internationaux. Le mot « nation » est un terme important, dont ne connaissent la valeur et le sens que ceux qui font preuve d'une abnégation totale envers elle, car ils savent qu'elle est sacrée, au point de passer avant tout. Ceux-là lui offrent pour la défendre leur âme, leurs biens et leur descendance. Bonne fête, ô mon pays, et bonne fête à vous, fils et filles de mon pays. Claudine Bertrand, une création pour Raïf. Bonsoir, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on peut se retrouver ici comme poète. Tous les poètes se joignent à moi pour offrir un message d'amour à Ensaf et à ses 3 enfants. Et nous exigeons que Raïf soit libéré. Et 2016 sera son année, car on le veut ici au Québec. Tissage de mots. Raïf, tu saisis l'horreur, les périls un à un. Beaucoup de choses restent-tu, la blessure dans la pénombre. Quelque chose enfoui dans la prison depuis longtemps se rue sur toi. Tu es né dans le pays de la mort. Tu éprouves la langue mise à mal d'instant en instant. Les mêmes sons, les mêmes silences en prière, douleur. Certains mots, tels des clés, libèrent de la barbarie. Derrière les barreaux, on entend une voix au battement d'humanité. Que son geste et hurlement en révolte, en pagaille, sur la page de l'histoire, qu'est cette voix appartenant à une autre langue qui refuse désormais de se taire. Cette voix, qu'elle vienne d'Égypte, de Syrie, du Yémen ou d'Arabie saoudite. Tu es né, Raïf, pour écrire le mot « liberté ». Deuxième et dernier poème. Au milieu du désert, une page s'écrit en terre d'exil. Ni jour, ni nuit, ni soleil, ni obscurité, ni maison, ni demeure où trouver repos. De vertige en vertige, que du sable mouvant. Trouver refuge dans le silence de la prison. En blogueur, tu t'abandonnes à ta rime, Raïf, cassant tabous et préjugés. Porteur de générations futures, en héros, assoiffé de justice, tu mènes le combat du siècle. Les poètes de tous les pays accompagnent ton engagement. Ton verbe, Raïf, à ce point d'étrangeté, enterre ta naissance pour renaître ici, au Québec. Merci. Lorsque j'ai lu le livre de Raïf, je n'avais pas regardé la division des chapitres, je n'avais pas lu les titres des chapitres. Et je suis arrivée à cette partie du livre qui s'intitulait « Une culture de la mort, la politique du Proche-Orient et le printemps arabe ». Puis, j'ai lu « Pour une culture de la vie ». Et là, je suis retournée « Pour une culture de la mort ». Et là, je ne comprenais pas et je lis le titre « Le Hamas et la coexistence avec Israël ». Complètement étonnée. Un ami originaire d'un pays du Levant m'a demandé quelle serait ma position
si le Hamas parvenait à libérer la Palestine. Je lui ai répondu sans hésiter que je serais le premier à le combattre. Mon ami, abasourdi par cette réponse, s'est écrié « Tu combattrais le Hamas, même s'il libérait la Palestine ?» Je lui ai dit que oui. Et même si Israël était rayé de la carte, bien que je sois certain que cela n'arriverait pas, mais même si c'était le cas, je serais le premier à le combattre. Un moment après, brisant le silence qui s'était installé, j'ai calmement continué de lui répondre. Je ne suis pas pour l'occupation d'un pays arabe par Israël, mais en revanche, je ne veux pas remplacer Israël par une nation islamique qui s'installerait sur ses ruines et dont le seul souci serait de promouvoir une culture de mort et d'ignorance parmi ses fidèles. À une époque où nous avons désespérément besoin de ceux qui en appellent à une culture de vie et de développement propre à cultiver l'espoir dans nos âmes. Regardons tous les pays fondés sur la pensée religieuse. Regardons leurs peuples et les générations qui grandissent. Qu'offrent-ils en termes d'humanité et d'humanisme? Rien, c'est certain, sinon la peur de Dieu et l'incapacité à affronter la vie, rien d'autre. De telles pensées ont formé et continuent de former des générations inaptes à toute créativité, à toute culture, incapables même de s'inspirer des civilisations qui leur viennent d'ailleurs, puisqu'elles ne sont pas à même de construire la leur. Les principales fonctions des États religieux sont de tuer la raison, de lutter contre les enseignements de l'histoire et la logique et d'abêtir les gens. Il est impératif de s'élever contre une telle mentalité et de les empêcher de continuer à tuer l'être humain tant qu'il respire et qu'il est encore en vie. Ce dont nous avons le plus besoin dans nos sociétés arabes et islamiques, c'est de promouvoir la valeur de l'individu, de défendre sa liberté et de respecter sa pensée. Or, ces idées sont considérées par les États religieux comme les premières à devoir être combattues. Revenons à l'époque du Moyen Âge et voyons dans quel état se trouvaient les sociétés européennes à cause de la domination des hommes, du clergé, qui gouvernaient au nom de Dieu. Ils s'ingéraient dans les moindres détails de la vie quotidienne des gens, et tandis que partout régnait l'obscurantisme et l'ignorance, les religieux qui s'employaient jour et nuit, du matin au soir, à entretenir l'ignorance pour en tirer profit, s'enrichissaient de manière obscène, au point qu'ils en vinrent à vendre des indulgences qui permettaient de s'assurer une place au paradis. Comment ne pas s'élever contre de telles absurdités? Les États fondés sur la religion enferment leur peuple dans le seul cercle de la foi et de la peur, tandis que les autres, comme l'a dit le cheikh de la pensée arabe Abdullah al-Qassimi, leur permettent d'exprimer leurs désirs et leurs talents, leur créativité et leur soif de vie et de civilisation. Si nous ne travaillons pas dès aujourd'hui à réécrire notre histoire, loin de la domination qu'exercent les religieux sur notre vie, et si nous ne redéfinissons pas les bases de notre culture et de notre conscience et ne donnons pas au futur un nouvel horizon, nous continuerons d'être à la traîne et de nous vautrer dans une ignorance désormais inacceptable. Pendant ce temps, les peuples civilisés jouissent de la vie et de l'espoir en des lendemains meilleurs et mieux encore, exportent le bien vers les pays en développement. Allons-nous enfin nous réveiller? Lucien Francoeur, chroniqueur, poète, une création pour Raïf.
Pas pour moi, pour Raïf. Tellement de choses à dire. On devrait s'en tenir au texte, mais il va peut-être avoir un peu d'ironie dans mes trucs ou un peu de satire, mais si au-delà des Facebook et Twitter et autres moyens, la télépathie marche encore, j'espère que Raïf va recevoir les ondes ici ce soir d'amour, d'affection, de revendication pour sa libération et puis l'humour qu'il peut y avoir. On a parlé tantôt des toilettes. J'ai parlé des toilettes. Je me rappelle mon premier voyage en France. Quand les Français ont décidé d'avoir des toilettes, ils ne sont pas allés à moitié. Ils en ont fait venir de tous les pays du monde. Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Europe au grand complet. Et pour les femmes, c'était un sport extrême. En toilette à Paris. Et à un moment donné, c'était à la chaîne, c'était à la poignée, c'était à coup de pied, je ne savais plus comment, mais c'était un voyage culturel. Personne n'est exempt du totalitarisme. Vous avez juste à checker nos voisins, là, qui se targuent d'avoir la plus belle constitution au monde. Regardez les républicains, on a l'impression qu'on retourne au Moyen-Âge. Le moins dangereux, dans le fond, c'est Trump, parce qu'il dit des choses tellement atroces qu'il va aider n'importe qui à être élu autre qu'un républicain. Mais écoutez les discours qui se tiennent, je veux dire. Et puis, on dit la religion mêlée au pouvoir, que, tu sais, les États-Unis, le pouvoir, c'est le pouvoir, le gouvernement, c'est le gouvernement, mais il n'y en a pas un tabarnak qui ne peut pas parler sans dire merci à Dieu. Merci Dieu. Imagine, j'arrive, moi, sur le stage, là, puis ce soir, je voudrais remercier Dieu. Alors, regarde-moi la carrière que je vais avoir au Québec, tu sais. Il ne remercie même pas les parents. Il remercie Dieu en premier, tu sais. Thank God. Et puis, il faut que tu sois quelqu'un, il faut que tu aies peur de Dieu. Les Américains, c'est un God-fearing people. Ils ont peur de Dieu. Et la peur de Dieu peut faire de toi un excellent président, au point que Trump, qui n'a jamais vu une Bible de sa vie, Chris, sauf dans un de ses hôtels où il y a une Bible dans le tiroir, dit qu'il lit la Bible. Je veux dire, c'est terrible, parce qu'on a connu ça au Québec aussi, la religion dans le temps du Duplessis. Et la loi du cadenas, tu sais, on l'a eu. Je veux dire, quand tu regardes la face du roi de la barbarie saoudite, tu te dis que c'est bien évident qu'une face de même, je veux dire, c'est un scélérat. Et la charia, il l'impose aux autres, il ne doit pas se l'imposer à lui-même, c'est à peu près certain. C'est tellement triste de voir que pour juste avoir parlé, tu es fouetté sur la place publique. Je veux dire, imagine, là, juste pour avoir parlé, pour avoir simplement parlé, même pas fait une œuvre d'art pour protester, de juste émis un peu ton opinion. Je voulais lire un texte qui avait été écrit il y a longtemps, mais là, j'ai écrit un texte à Québec. Je me suis dit, je vais prendre une chance avec ça, de toute façon, où je suis rendu à l'âge que j'ai là. Puis ceux qui pensent que j'ai engraissé, je n'ai pas engraissé, c'est parce que je fais un film, puis je vais jouer le gros Antonio. Alors donc, c'est terrible, hein? C'est terrible, la vie artistique, parce que je suis obligé de boire à peu près 12 bières par jour. Et tout ça pour jouer le gros Antonio, on veut dire, dans le fond. Ah, pas de bon sens. Penser d'avoir perdu mes cheveux jeunes, il faut que je finisse obèse. Mais ça aide, par exemple, je peux me parker sans sticker dans les places d'handicapés, puis une femme m'a engueulé l'autre jour, j'ai enlevé ma casquette, j'ai dit, puis ça, madame, puis ça. Pensez pour vous. Alors, si je m'en fâche, parce que c'est écrit à la main dans mon carnet, je suis vintage, moi, je suis ancien style, encore un crayon dans la poche, ici, pas un carnet, tu sais, je veux dire. Liberté sur parole.
J'ai marché avec des poètes dans des rues innombrables, par les chemins de traverse et les sentiers en montagne. J'ai dérivé avec des poètes à fond de train et d'entrain, enivrés d'alcool et de drogue, hurlant à la lune à la une, la poésie à tout propos, sur le bout de la langue, comme aux commissures des lèvres. Nous étions sous de nous. J'ai tripé avec des poètes aux noms étranges, l'obscène nyctalope, le bison ravi, l'homme rapaillé, langue de feu, loup ardent, Pierrot le fou et tant d'autres. J'ai marché dans les centres de l'ancienne Lorette avec le poète Louis-Paul Hamel et nous étions en un itinéraire balisé de bouteilles cachées, des alcools de contrebandiers qu'il enfouissait autour de certains arbres qu'il aimait pour assouvir notre soif de poésie absolue éternelle, d'alchimie du verbe fait chair et d'art poétique grégaire. Puis, au sortir des centres, la vie toute présente, complice, nous attendait sans coup férir, nos meilleures strophes éparpillées sous les arbres. Je reprenais ma route, et Louis-Paul la sienne, vers sa compagne, la poète Suzanne Paradis, et moi vers Claude, ma gitane, toutes deux poétesses magistrales, mais qui nous checkaient dans nos bouteilles d'alcool. J'ai marché à l'usure dans Paris, avec Gaston Miron, volubile, pointant du doigt chaque maison d'artistes d'écrivains, la mâchoire tout azimut, comme à Sainte-Agathe-des-Monts, dans ses Hautes-Laurentides, qui l'habitaient en profondeur et qui l'avaient intériorisé de fond en comble. J'ai pourtant aussi marché souvent longtemps vraiment avec des hommes de peine, ânant leur semaine, quand les bosses debout les agenouillaient, du lundi au samedi, sans l'ombre d'un sourcil. Et j'ai pleuré avec eux. Oui, dans les tavernes de misère, aux petites vitres opaques et tuiles blanches, maculées, où, quand on laissait 5 cents pour 2 drafts, on était en business. J'ai prié des poèmes maudits pour qu'advienne enfin la fin de leur servage et que la voie vers la poésie soit sans obstruction, sans congestion, sans déception, que la voix des poètes puisse résonner au-delà des mots et des mots, lénifiants pour les mots. C'est ainsi que je marcherai encore avec des poètes de tout acabit dans les rues du monde entier, pour la gloire des hommes et femmes, droit debout devant l'avenir, émancipés, insoumis, libérés, jusqu'à la fin des temps. Alors, nous n'aurons plus peur, car l'oppression en sera captive, et nous, Raif Badawi, libres comme l'air ambiant. Devant tous les dieux et les rois, devant tous les faux prophètes, car il n'y a que de faux prophètes. Ceci étant un truisme, évidemment, une vérité de la police. Vanier disait, « Et si tout est calme, appelle la police. » Quand nous ne sommes plus à genoux, ils sont plus petits que nous. Et nous prions aux autels de la liberté d'expression, car pour nous, le Verbe est le réel absolu. Merci. Et j'espère qu'on pourra accueillir ici Raif Badawi pour revenir avec moi boire de la bière. Puis je pourrais dire, mon tabarnak, va pas te remettre là-bas avec un esti de fou comme ça. Y a-tu vu le nez? Si on l'invitait ici, le roi de la barbarie saoudite, à faire de la coke, il va sniffer le budget en 2 narines. Hey! Pense ce que tu veux. La liberté d'expression est l'air que respire tout penseur, ainsi que le combustible qui enflamme sa pensée. Au fil des siècles, les nations et les sociétés n'ont progressé que grâce à leurs penseurs. C'est grâce aux idées et aux philosophes et aux philosophies qui leur sont proposées que les peuples peuvent choisir un système de pensée adéquat, le développer, pour qu'il les mène jusqu'aux océans de la science, du progrès, de la civilisation et de la prospérité. Les sociétés du monde entier et les organisations de défense des droits de l'homme demandent aux régimes arabes
davantage de réformes dans le domaine de la liberté d'expression. Ils estiment qu'il s'agit là d'un droit essentiel. Vous êtes un humain, vous avez donc le droit de vous exprimer et de penser comme bon vous semble, ainsi que le droit d'exprimer ce à quoi vous pensez. Vous avez le droit de croire et de réfléchir, vous avez le droit d'aimer ou de haïr, vous avez le droit d'être libéral ou islamiste. Les religions monothéistes ont prôné avec insistance la liberté d'expression. Pourtant, le penseur arabe, même lorsqu'il est partisan de la libre pensée, s'est habitué dans ses textes à entortiller ses idées pour les faire passer. Surtout si les réflexions éclairées et libres qu'il propose sont considérées comme des apostats et des blasphèmes, puisque, dans les idéologies des sociétés arabes, toute pensée libre est un signe de dissolution, de dissidence religieuse et de sortie du droit chemin. Est-ce normal? Bien sûr que non, car le penseur arabe d'une part et la société de l'autre agissent normalement. Il faut que le penseur exprime ses idées ou sa philosophie de vie avec sincérité et audace, même si celle-ci comporte quelques erreurs ou nage seule à contre-courant de la tradition religieuse. La société, en revanche, doit s'ouvrir à toutes les formes de pensée, à tous les courants intellectuels et se réserver un espace pour entendre les opinions des autres, afin de pouvoir les critiquer de manière constructive, en engageant un dialogue créatif, avec pour objectif d'évaluer et de développer l'idée et non de la rejeter sous le seul prétexte d'une différence d'opinion. Ce que je crains le plus, c'est que de brillants esprits arabes s'exilent en quête d'air pur, là-bas, loin des sabres de l'autorité religieuse. Karim Akouche, poète, essayiste, éditeur, Dialogue Nord-Sud. Bonsoir tout le monde. Evelyne, je t'ai eu, hein? J'ai changé d'avis. Je ne vais pas lire le texte, je désobéirai à tout sauf à la liberté. Mais tu vas aimer le texte là qui va être là. Non, c'est une blague. Hein? Je sais que Raif Badawi défend les femmes, donc après réflexion, et en même temps il y a des amies ici charmantes qui m'ont dit, lis ce texte-là, déchire ton niqab. Tu vas me pardonner. Je désobéirai à tout. On va voir. Merci. Bonsoir tout le monde. Déchire ton niqab. Sors tes ciseaux. Déchire ton niqab. Montre ton visage. Je ne peux pas le cacher éternellement. Ta peau, elle est vide. Elle a besoin de soleil. Tes yeux ont besoin de lumière. Tes poumons ont besoin d'oxygène. La plante ne s'épanouit pas dans l'obscurité. Comme toi, pour vivre, elle doit respirer par tous ses pores. Je te plains. Tu vis l'enfer. Quand c'est la canicule, tu étouffes. Tu ne peux pas porter ce linceul. C'est injuste. C'est criminel. Libère-toi. Prends des risques. Affronte tes chefs. Accuse-les. Traîne-les devant le tribunal du bon sens. Pour une fois, décide de ton geste. Ne me dis pas que tu es libre d'être soumise. Ne me déçois pas. Ne fais pas comme ces femmes liges qui revendiquent un oxymore. Leur féminisme islamique est une aberration. Sors tes ciseaux. Découpe ton niqab. Jette-le dans le feu. Renais sous un autre habit qui te mettra en valeur. Un visage, c'est important. Ton visage, c'est ton identité. Ton identité, c'est toi. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu n'es pas le collectif. Appartenir à une communauté ne suffit pas pour exister. Tu y es singulière. Tu as tes propres prunelles. Tu as
ta propre chevelure. Tu as ton propre teint. Tu as ton propre souffle. C'est depuis l'enfance qu'on t'a mise dans une prison ambulante. Tu regardes ta vie se faner derrière un grillage. On t'a cloué les ailes. On a fait de toi un oiseau en cage. On t'a imposé des bornes. On a limité tes mouvements. On a tracé tes frontières. On a façonné ta conscience. On a conçu ton vocabulaire. Le seul mot qu'on t'ait appris à répéter, c'est oui. Tu acquiesces tout le temps. Tu dis oui au Père. Tu dis oui au Fils. Tu dis oui au mari. Tu dis oui aux traditions. Tu dis oui à la religion. Tu dis oui aux prophètes. Tu dis oui aux caïds. Tu dis oui aux corvées. Tu dis oui à la peur. Tu dis oui à la torture. Tu dis oui à la pauvreté. Tu dis oui à la douleur. Tu dis oui à tout, sauf à toi. Tu t'oublies dans un coin. Tu dis non à ta chair. Tu dis non à ton esprit. Tu dis non à ta liberté. Tu dis non à tes rêves. Tu dis non à l'espoir. Je comprends ta servitude. On t'a préparé à obéir. Depuis toujours, les hommes pensent à ta place. Les religieux te rabaissent. Les politiques t'oppressent. Les marchands de virilité te bradent. Tu n'as pas le droit de montrer tes atours. Tu n'as pas le droit de montrer tes courbes. On a fait de toi, de ton corps, une honte. On a fait de ton sourire une mascarade. On a fait de ta beauté un sacrilège. Tu dois taire tes désirs, tu dois taire tes talents, tu dois taire tes blessures, tu dois taire tes révoltes. C'est comme ça, c'est Mektoub. C'est écrit dans le livre saint. C'est dit dans des sourates. C'est estampillé dans la Constitution. Ah, le code de l'infamie. Ah, leur livret de famille avec l'espace réservé aux 4 épouses. Et pourquoi des tuteurs, des juges, des imams, et les us, et la tribu, et l'hymen, et la chasteté, et le crime d'honneur, et la lapidation, tant de termes qu'il faudrait arracher du dictionnaire. Tu dois t'effacer quand tes maîtres sont là. Tu dois écouter quand ils prêchent. Tu dois baisser la tête quand ils te grondent. Ils sont puissants. Ils ont la barbe drue, comme des sabres. Leurs mots sont tranchants. Ils blessent, ils tuent. Tes maîtres ont des fouets. Ils ont des pierres. Ils ont le pouvoir. Ils ont la religion. Ils ont la charia. Ils ont Dieu. Ils ont le prophète. Ils ont le diable. Ils ont les mythes. Ils ont les légendes. Et le courage. Sors tes ciseaux. Déchire ton niqab. Défais tes cheveux. Laisse-les cascader sur tes épaules. Montre tes joues. Embaume-les de crème. Souligne tes lèvres. Redessine tes cils. Mets un pantalon. Mets une jupe. Une robe. Chausse des talons ou des baskets. Des bottines. Mets ce qui te plaît. Peu importe si c'est étrange ou si c'est passé de mode. Dispose comme tu veux de ton corps. Tes mains sont tes mains, tes pieds sont tes pieds, tes seins sont tes seins, ton cœur est ton cœur, ton ventre, ton cerveau est ton cerveau. Tu es à toi, tu n'es la propriété ni de l'homme, ni du Seigneur. Sois femme, sois indocile, sois forte, sois fragile. Pose tes yeux partout.
Enlève les œillères qui te bouchent la vue. Pleure quand tu as du chagrin. Ris quand tu es joyeuse. Guide tes pas où cela t'enchante. Le temps cavale. Personne ne peut l'arrêter. La nature explose. Les vacarmes se mélangent aux couleurs. Les bêtes gueulent. Les abeilles vrombissent. Les rivières gémissent. Le soleil est têtu. Les routes tournent. Ça sent le bitume. Ça sent la rage. Ça sent le sel. Ça sent le sang. Ça sent le désir. Ça sent l'anarchie. Il y a la vie dans l'air. Il y a la mort dans la terre. Dans la main. Écueils, fleurs et étoiles. Mêlés dans des pots. Collés sur les murs. Dépose-les sur les routes. Offre-les aux enfants. Ouvre ta bouche et divague. Dis les poèmes de Taslima Nasrin. Dis les quatrains de Khayyam. Bois si tu aimes le vin. Fume si tu le désires. Fais l'amour si tu en as envie. Donne un coup de pied aux oppresseurs. Déhanche-toi. Danse la salsa. Danse la polka. Joue avec ton corps. Montre tes prouesses. Vivre est un jeu. Jouer est un verbe innocent. Que tu es légère sans ton niqab. Que tu es brave sans tes maîtres. Que tu es belle sans ton foulard. Sois ivre, bats des ailes, surpasse les nuages, plane comme une colombe, va jusqu'au bout de ta liberté. Merci. Pour rester sur le sujet de la femme, Michel Blanc, la femme à ses côtés. Lorsque Evelyne m'a téléphoné pour être avec vous ce soir, j'ai accepté sans hésiter. J'ai accepté sur le champ pour deux raisons. Je suis une blogueuse et étant une blogueuse, comme la majorité des blogueurs québécois, nous avons tous partagé un texte demandant la libération de Raif Badawi. Et je suis Raif parce que Raif est pro-laïcité et pour la liberté d'expression. Et avant de vous lire le texte, j'aimerais vous rappeler que j'ai fait partie des Jeannettes du mouvement qui était pro-Charte des valeurs. On a entendu Jemila Benhabib tout à l'heure. On a entendu Marianne Alpin. On a M. Bernard Drainville qui est assis dans la salle. Et pourtant, ici au Québec, on s'est fait traiter de racistes, de xénophobes. On a tenté de nous faire taire. Et on a oublié de dire que parmi les 20 Jeannettes, il y avait 8 femmes d'origine musulmane et qu'il y avait une femme d'origine juive hassidique. Et pourtant, on nous traitait de xénophobes. J'aimerais aussi vous dire que comme blogueuse, à partir de 2008, mon blog était censuré pour tous les fonctionnaires du gouvernement fédéral, de même que le blog de Jocelyne Robert, qui est sexologue, de même que plusieurs autres blogs. J'aimerais aussi vous rappeler que tous les scientifiques du gouvernement fédéral étaient censurés, ne pouvaient parler à personne. Donc, la liberté d'expression, évidemment, ici, on ne se fera pas fouetter et probablement qu'on ne se fera pas mettre en prison, mais on a quand même des combats à faire. On a quand même à lutter contre ceux qui tentent de nous faire taire et le combat n'est pas fini et ne le sera jamais. Heureusement, maintenant, mon blog est disponible pour les fonctionnaires fédéraux. La femme à ses côtés. Ma grand-mère paternelle, originaire du sud du pays, me parlait de la vie simple et ouverte
que menaient en son temps les femmes aux côtés des hommes, leurs frères. Travaillant au champ, contribuant dans tous les domaines, travail, célébration, prise de décision et autres aspects du quotidien, ce qui prouve incontestablement que cette société rurale était à tout point de vue une société civile libérale. Elle me parlait des rituels des fêtes auxquels les femmes participaient directement en prenant part à ce qu'on appelait la kutwa, une danse du folklore populaire dans une ambiance civilisée à laquelle personne ne s'opposait en cette époque pas si lointaine. Les femmes travaillaient avec les hommes dans les champs et exerçaient à leur côté la plupart des métiers et professions, dans les souks et ailleurs, sans se préoccuper de cette phobie de la mixité que nous avons inventée il y a une trentaine d'années. Il est vraiment surprenant de constater l'ampleur de la contradiction qui existe au sujet de la mixité au travail dans notre pays. Nous voyons par exemple dans les quartiers de luxe et les grands centres commerciaux de la ville de Jeddah des entreprises où des femmes travaillent sans aucun problème et sans que nul trouve à y redire. On découvre, en revanche, que la majorité des petites entreprises établies au sein de ce qu'on a coutume d'appeler les quartiers populaires interdisent aux femmes de travailler. Et si l'une d'elles ose recruter une femme, employeurs et salariés doivent rendre des comptes et être châtiés, malgré l'absence de toute loi explicite stipulant qu'il faut sanctionner toute entreprise où femmes et hommes travaillent côte à côte. Il existe au contraire des lois et des décrets ministériels clairs et formels qui statuent sur le travail des femmes dans un cadre clairement défini par le ministère. D'ailleurs, les femmes participent déjà et avec compétence au travail hospitalier, par exemple. Pourquoi alors cette affaire s'égare-t-elle et jusqu'à quand s'égarera-t-elle dans le labyrinthe des différents courants de pensée? La question est simple. La femme travaille au même titre que l'homme dans le domaine public. Elle a autant besoin que l'homme de travailler, parfois même plus que lui. Alors, allons-nous enfin abandonner notre discours machiste, stérile et fermer la porte aux grandes excuses? Ou allons-nous continuer, comme nous le faisons aujourd'hui, à nous en prendre aux Saoudiennes qui ont besoin de gagner leur vie? À vouloir trop les réprimer, on pourrait en conduire certaines à choisir la voie de l'illégalité pour gagner leur pain quotidien. Merci. Ève Landry, comédienne, qui incarnera ce soir Ensaf et qui lira la lettre d'Ensaf à Raïf. Je voudrais d'abord dire que c'est un honneur pour moi d'être ici ce soir, sincèrement, et Ensaf, c'est d'autant plus un honneur de lire vos mots, très sincèrement. Et merci à Evelyne de me donner cette opportunité. Et Raïf, bonne fête. Je poursuis encore ce mirage. J'ai passé 2 ans à attendre derrière cette porte de l'exil, qui n'ouvre sur rien d'autre qu'un vide vertigineux où disparaissent toutes les questions brûlantes. Quand reviendra-t-il? Comment et dans quel état reviendra-t-il? Comment m'habillerai-je? Comment réagirai-je? Est-ce que je le serrerai contre moi? Est-ce que je l'embrasserai? Est-ce que je pleurerai? De douloureux souvenirs me tirent de ma rêverie, car à cette heure-ci, d'habitude, je me prépare avec Raïf à sortir en ville. Nous commençons par faire des plans. Que boirons-nous? Que mettrai-je? Récemment,
Comme mes 3 anges insistaient de plus en plus pour percer le secret de la longue et étrange absence de leur père, j'ai fini par céder et leur ai dit, sans réfléchir, qu'ils n'avaient pas le droit de voyager à cause d'un problème entre lui et le régime saoudien. Leurs questions se sont multipliées et j'aurais voulu ne leur avoir jamais répondu. Un matin de mai 2014, j'ai été réveillée par le coup de téléphone d'un ami de Raïf. Il avait assisté à son procès en appel et m'annonçait d'une voix rauque, sans préambule, que la sentence de Raïf avait été alourdie. J'ai raccroché sans rien ressentir. Puis, les nerfs tendus à se rompre, j'ai fini par fondre en larmes. Enfin, je me suis ressaisie et me suis souvenue que Raïf m'avait promis de revenir. Quand? Je n'en sais rien, mais il me l'a promis. Je ne cesse de répéter dans mes messages au gouvernement saoudien, à chaque forum ou rencontre, qu'ils savent très bien que Raïf n'est pas un criminel, mais un prisonnier d'opinion, et qu'ils doivent se conformer à tous les traités internationaux relatifs à la liberté d'expression. Je ne sais s'ils m'entendront un jour ou non. Je suis arrivée au Canada après un voyage qui ressemblait davantage à une fuite d'Arabie saoudite et qui nous a menés au Caire, puis à Beyrouth, jusqu'à ce que nous nous installions ici pour reprendre une vie normale en attendant le retour de l'absent. Tout ce que je voudrais dire, c'est que je ne pourrai jamais assez remercier chaque personne sur cette terre qui m'a soutenue et a soutenu Raïf, et en particulier Amnesty International, qui n'a épargné aucun effort et a mobilisé ses branches dans divers endroits du monde, déclenchant ainsi la plus extraordinaire et la plus grande épopée légale que nous ayons connue. Je les remercie donc, et je remercie Raïf, qui m'a appris à résister, à être forte et à lutter pour le faire revenir. Peut-être n'est-ce pas pour bientôt, mais je vais le retrouver car il me l'a promis. Oui, il m'a promis de revenir, par une porte ou une autre, c'est sans importance. L'essentiel, c'est qu'il soit là, à mes côtés, et qu'il emplisse le monde de joie et d'amour en luttant toujours pour la justice et la liberté. Guylaine Tremblay, comédienne, a tenu à être là ce soir, mais vacances obligent, elle nous a envoyé cette vidéo. Alors moi, dans la vie, je suis comédienne et présentement, j'interprète le rôle d'une femme qui est incarcérée. En prison, j'ai à vivre l'isolement, la tristesse, le désespoir de ne pas être auprès des miens. Mais moi, ce n'est qu'un jeu. Le soir, quand c'est fini, je retourne chez moi et j'ai le bonheur de serrer dans mes bras tous ceux que j'aime. Ensaf, Najwa, Douji, Myriam, je vous souhaite que très bientôt, votre cher Raïf revienne et vous serre dans ses bras. Je le souhaite du plus profond de mon cœur. Et en attendant ce grand jour, je peux vous garantir que vous n'êtes plus seul, vous ne serez plus jamais seul. On est là, on garde espoir, on est avec vous. Toutes mes pensées d'amour envers vous et envers Raïf. Ensaf, Najwa, Doudi, Myriam, je vous invite à venir me rejoindre. Bonsoir tout le monde. J'appelle toutes les personnes
qui est un lieu les gentillesses de lire ce soir. J'appelle Béatrice, Sylvie, Yann, Ken, Marianne, Sylviane, Catherine, Nida, Nabila, Daniel, Patrick, Ève, Claude, Claudine, Luciane, Karim, Michel. Ben, c'est ça, hein? C'est certainement un mâle. Ah, il y a un mâle là-dedans. Merci à tous de votre présence ce soir. Si Raif va vivre ce soir, il serait très heureux. On souhaite que l'année prochaine, il soit ici avec nous. Joyeux Noël, joyeux anniversaire, Raif. Bon anniversaire. Et aussi joyeux Noël. Merci à Evelyne Abitbol d'avoir organisé tout ça. Bravo! Merci à vous d'être là. Le déclic, ce moment unique où nous décidons de changer notre vie pour le mieux, peut arriver en tout temps. Lorsque votre déclic surviendra et que vous déciderez d'obtenir une formation en production télé ou en cinéma, nous serons là. Institut Grasset, venez à nos portes ouvertes.